bienvenue ce soir pour notre 9e conférence 20-40. 40 minutes pour apprendre, 20 minutes pour comprendre, que vous pouvez retrouver en direct sur la page Facebook de Nature et Découverte et poser ainsi toutes vos questions que nous relayerons dans notre seconde partie. Alors que vient de sortir son tout nouvel opus « Le jour où les lions mangeront de la salade verte », nous avons le plaisir de recevoir ce soir son auteur, Raphaël Giordano. Bonjour. Bonsoir Agnès. Bonsoir tout le monde. Waouh, quel accueil. Enthousiaste. Ouais. Ça fait plaisir. Bah oui, on est ravis de vous avoir. Merci. Alors, Raphaël, qui a connu dès son premier livre, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, un immense succès, près d'1 million de lecteurs, une traduction dans 17, même 22 pays, je crois, et une sortie toute récente en poche, La Consécration. Alors, vous faites partie des best-sellers français 2017. Vous jouez dans la même cour qu'Alexandre Jolien, Christophe André ou Laurent Gounel, que nous avons reçus. Et vous étiez déjà auteur d'une collection de 4 livres, Les secrets du docteur Coolzen, et d'un nuancier des émotions, J'ai décidé d'être zen. Donc, vous n'en étiez pas tout à fait à votre premier essai en matière de pensée positive. Et manifestement, le développement personnel est une histoire de famille, puisque votre sœur Stéphanie vient de sortir également son premier livre de développement personnel interactif. Oui, tout à fait. C'est la vie dont vous êtes le héros. C'est ça. Oui. Parfait. Donc, pour rappeler brièvement votre parcours, vous êtes diplômée de l'école Estienne, vous avez été créative en agence de communication, et puis coach en créativité, et aujourd'hui, vous vous consacrez à l'écriture. Voilà, exclusivement à l'écriture et à l'exploration de thèmes qui puissent apporter une richesse dans la vie de chacun. Alors, dans ta deuxième vie commence quand... Excusez-moi. C'est pas grave. Quand tu comprends que tu n'en as qu'une, vous parliez de cette maladie, cette frustration qui touche les gens qui ont tout pour être heureux et qui ne le sont pas totalement, et qu'il y a des techniques, en fait, pour réenchanter sa vie, pour se reconnecter à sa joie de vivre, pour faire pétiller son existence. Alors, vous aviez écrit, en fait, un roman à tiroir qui distillait, lexique à l'appui, une méthode. On imagine que vous avez donc mis en mots et en fiction des conseils que vous aviez vous-même reçus ou que vous prodiguiez peut-être au quotidien. Était-ce votre première tentative d'écriture de roman ? Non, Agnès, non, ce n'était pas ma première tentative d'écriture de roman. L'écriture, c'est quelque chose qui me suit depuis extrêmement longtemps. Toute petite, j'écrivais déjà tout un tas de choses. Même lors de ma première vie, puisqu'on en a plusieurs apparemment, je travaillais en agence de communication et les midis, j'écrivais déjà un roman qui racontait d'ailleurs l'histoire déjà d'une jeune femme. Donc au début, l'histoire est en noir et blanc parce qu'il y a cette morosité et petit à petit, elle était amenée à se transformer. Mais c'est simplement que j'ai sauté le pas là de vraiment écrire cette histoire après avoir eu toutes ces expériences de livres, de manuels de créativité. Voilà, pour prendre confiance en moi et quand même découvrir l'univers de l'édition aussi. C'était un premier pas. Alors, est-ce que c'était une manière pour vous de toucher un plus large public aussi que les premiers manuels que vous aviez rédigés ? Ou ce n'était pas votre intention, forcément ? Oui, alors c'est vrai que ce n'est pas nécessairement ce que j'ai eu en tête en écrivant le livre. C'était presque un rendez-vous avec moi-même aussi. D'ailleurs, on ne peut faire que ce que je préconise dans les livres, de ce retour à soi, d'aller vers un projet de vie où on se sente vraiment aligné. Moi, c'était un rendez-vous artistique aussi, de pouvoir, à travers les mots, me révéler aussi en tant qu'artiste. Et c'était mon rêve à moi de pouvoir concilier ma passion pour l'humain, parce que profondément, depuis très très longtemps, c'est ça qui m'intéresse, ces questions-là, et en même temps de pouvoir aller chercher ce mode de création, qui était comme un aboutissement artistique pour moi. Alors les livres de développement personnel font parfois un petit peu peur, qui vous commandent d'être heureux, qui sont écrits par des auteurs au parcours incroyable, alors on se sent assez misérable à côté. Est-ce que cette nouvelle catégorie de livres qui associe finalement un apprentissage à une fiction, donne-t-elle l'impression que le changement est plus aisé, plus accessible ? C'est ma volonté depuis le départ.
Mais vous citiez tout à l'heure ma première collection, Les secrets du docteur Coulzen. C'était déjà être donné au plus grand nombre un apprentissage très sérieux sur le fond, mais ludique et créatif sur la forme. Donc, puis c'est la communicante qui parle. Donc ça ne veut pas dire que les réflexions, et là dans mes 2 romans, à chaque fois les thèmes sont quand même sérieux, hein, on va dire. Ça vient chercher des choses quand même assez profondes. Mais sur la forme, moi je tiens à ce qu'il y ait cette légèreté, ce sens de l'humour et cette accessibilité. Même si, encore une fois, simplicité ne veut pas dire simplisme. Je le dis souvent, moi qui suis artiste peintre, vous voyez les grands maîtres japonais d'estampes, ils mettent toute une vie à esquisser en 3 traits un paysage somptueux. Donc bon, voir que simplicité, et dans le premier livre, le premier roman, Ta deuxième vie commence, c'est vrai que ça a l'air simple comme ça, mais moi ça fait 25 ans de cheminement, à la fois mes expériences, mon vécu, tout ce à travers quoi j'ai dû passer pour en arriver là. Et je pense que ça, c'est l'humanité qu'on a tous en commun, et c'est parce que la vie est pas facile. Les parcours sont semés d'embûches, et c'est ça qui est génial. Et c'est de montrer comment on peut dépasser ces difficultés, se raccrocher à qui on est, à ses rêves, à son ADN, voilà, et concrétiser, à vraiment réussir. Alors je crois d'ailleurs que c'est un roman qui a changé votre vie, non ? Qui vous a fait passer de votre première vie de publicitaire à votre deuxième vie d'écrivain. C'est une œuvre, non ? Oui, alors vous avez raison. Non, mais à ce moment-là de mon existence, c'est vrai qu'il y a certains livres qui m'avaient bien aidé. Le point de bascule, non, ça n'a pas vraiment été un livre, hein. Mais le livre dont vous parlez, je pense que c'est peut-être celui d'Anna Gavalda. Oui, tout à fait. Ensemble, c'est tout. Que j'avais trouvé extrêmement touchant parce que ces personnages un peu branques, un peu cassés, et comment petit à petit ils allaient reprendre confiance en eux et y arriver, quoi. Voilà, en s'entraidant, ça m'avait beaucoup touchée. Mais c'est simplement qu'à l'époque, non, moi c'était lié au professionnel, le point de bascule. Il se trouve que ça a été une expérience extrêmement difficile. Donc peut-être comme beaucoup de personnes, j'ai connu un vrai burn-out à ce moment-là. Et c'est là le point de bascule. J'ai dit, je ne retournerai plus jamais en agence. Donc ça crée quand même un petit problème parce qu'il faut bien travailler et gagner sa vie. Donc c'était pas évident. Mais voilà, le début du chemin, c'est-à-dire qu'à la fois... L'écriture était là déjà depuis un certain temps. Alors, l'écriture m'a toujours suivie un petit peu comme la peinture, mais je pensais... non, l'idée n'avait même pas encore germé à ce moment-là d'écrire un livre, hein. J'aurais jamais pensé réellement écrire un livre. Alors, longtemps réservé à quelques initiés, le développement personnel est aujourd'hui le refuge de ceux qui cherchent un sens à leur vie. Est-ce que, selon vous, c'est typiquement français ou non? Ça touche tout le monde. Est-ce que c'est peut-être lié à notre mode de vie occidental? Est-ce que c'est lié à un âge? Par exemple, Camille, l'héroïne du premier livre, je crois, avait la petite quarantaine. Donc voilà, est-ce que c'est lié à différents facteurs ou non, ça peut toucher tout le monde? Apparemment, ça a l'air de pouvoir toucher beaucoup de personnes, puisque le livre voyage et fait le tour du monde dans des contrées extrêmement lointaines et peu probables. Donc ça, c'est extraordinaire. Moi, je pense que ces thèmes-là, ce sont des sortes de questions existentielles, sûrement qu'on doit se poser depuis la nuit des temps. Les grands sages, même de l'Antiquité, les penseurs, voilà, cherchaient le sens de leur cherchaient de leur déjà vie. le sens, mais simplement, à chaque époque, on essaye peut-être de transmettre ces apprentissages sur l'existence, comment mieux vivre sa vie, bien vivre sa vie, toutes les questions qu'on peut se poser. Et peut-être que là, c'était simplement une nouvelle manière, une manière contemporaine de revisiter ces thèmes-là. Et je pense que c'est peut-être ça qui a plu. Non pas, moi je lis les penseurs, mais c'est vrai que c'est pas évident, les mots d'autrefois, de trouver le même écho, oui, voilà. Alors, lorsqu'on lit le parcours de Camille avec ce coach, avec ce routinologue, Claude, on mesure l'ampleur de la tâche qui l'attendait. Est-ce que l'on peut, selon vous, faire réellement ce parcours seul avec un livre? Ou est-ce qu'on a quand même besoin d'être aidé, d'être coaché en plus?
Le livre est déjà un beau premier pas et peut-être déclencher une étincelle pour avoir vraiment l'envie d'agir. Et le message, prise de conscience, voilà, en quelque sorte. La prise de conscience, de toute façon, quelles que soient les approches, même d'accompagnement, c'est déjà le gros du travail, la prise de conscience. Hein. Donc ça, c'est déjà bien. Et donc de créer cette envie de reprendre sa vie en main, et avec cette notion de responsabilité. C'est-à-dire, c'est vous qui pouvez sentir cette détermination, cette énergie. Et sauf qu'à certains moments, moi, ça a pu m'arriver aussi d'être fondamentalement, me sentir coupée de mon énergie vitale ou de ma joie de vivre. Vous voyez, donc je sais ce que ça peut faire d'être coupée de ça. Et j'ai cherché comment, à travers une histoire, raconter comment on peut reprendre le fil, ressaisir le fil, voilà, et repartir du bon pied pour transformer son existence pour de vrai. Alors ce livre a eu un immense succès, il l'a toujours, vous en parlez toujours. Mais là, donc, nous vous accueillons pour le second, qui est sorti là au début du mois de juin. Alors cette fois-ci, donc, pour le jour où les lions mangeront de la salade verte, changement de cap. De tout à chacun qui pouvait se reconnaître en Camille, on passe à un programme aussi ambitieux que drôle, en finir avec la burnerie. Absolument. Grâce à Romane, donc votre héroïne, une trépidante chef d'entreprise qui a lancé sa société Sub de Burne pour faire évoluer, à travers des stages, les hommes et les femmes, mais oui, vers plus d'empathie, plus de bienveillance, moins de violence verbale surtout. Alors, pouvez-vous nous parler de cette burnerie? Qu'est-ce que c'est? Ben oui, la burnerie. Qu'est-ce que ce concept? Ce concept, bon, vous imaginez on en a bien. Plein autour de soi, c'est ça? Oui, alors la burnerie, il peut y en avoir à tous les étages. C'est sûr que... pourquoi j'ai appelé les lions? Pourquoi je parle de lions? Les lions, ce sont des animaux pleins de puissance et de majesté. Les rois de la jungle. Les rois de la jungle, mais quand même bien souvent avec aussi beaucoup de férocité. Et donc, si on fait le parallèle avec les êtres humains, avec ce qu'on peut vivre dans nos sociétés, moi, au fil des ans, que ce soit en écoutant les uns et les autres ou en ce que j'ai vécu, j'ai dit, mais que de violence, de petites violences banalisées, tous ces comportements du quotidien qui basculent. Vous nous donnez des exemples? Oui, bien sûr, mais tout de suite, bien sûr. Alors, voilà, mais ça va de l'automobiliste furibond qui vous klaxonne alors que ça fait à peine 10 secondes que le feu est passé au vert. Ça va du... non, mais c'est tout le temps, hein, c'est vrai que ça va, je ne sais pas, de votre chef de service, féminin ou masculin, mais qui est sur votre dos et qui vous cherche des poux sans arrêt, puis avec souvent une part d'injustice, on ne comprend pas. De mauvaise foi. Oui, de mauvaise foi, bien sûr. Et puis des fois même dans la sphère familiale et conjugale aussi, hein, le conjoint, alors pareil au féminin masculin, mais qui vous manque du tact, le plus manque de tact, mais c'est vous qui n'avez pas le sens de l'humour, bon, c'est ce genre de choses. Donc la burnerie, je me suis amusée évidemment à balayer toutes les différentes facettes de burnerie parce que ça peut prendre des formes très variées et à des intensités très variées. Donc là, on parle bien, moi, il n'y a pas de jugement, on parle bien des comportements. Donc ce que propose Romane, mon héroïne, c'est une sorte de relooking de posture et de comportement. Voilà, c'est-à-dire que le livre est une invitation pour chacun de s'interroger, à quel moment on est du bon côté, être un bon burné, qu'est-ce que c'est? Oui, parce que le thème des lions, c'est qu'il ne s'agit pas de perdre de sa puissance, c'est révéler autrement sa puissance intérieure. Donc c'est vraiment ça mon cœur de message, c'est qu'il ne s'agit pas de gommer notre personnalité, de devenir tout gentil et sans personnalité. C'est révéler toutes les bonnes facettes de sa personnalité, mais sans avoir besoin de tomber dans, je ne sais pas, l'ego, se prendre au sérieux, l'agressivité gratuite, l'énervement, les rapports de force. Vous voyez, je décris évidemment bien plus longuement tous ces différents travers, et il y a dans le livre toute une galerie de portraits, hommes et femmes, et dont aussi l'autre personnage principal qui est un homme, donc Maximilien Vogue,
Alors, mesdames, j'espère vous faire rêver avec mon Maximilien. J'ai rêvé avec lui pendant quelques mois, qui est donc un PDG d'un grand groupe cosmétique, donc à la fois très charismatique, autant se faire plaisir quand j'écris le livre, hein. Bon, très séduisant, mais évidemment, terrible au travail. Au début, évidemment, quand même assez burné, avec des comportements très burnés, et donc il va se retrouver dans le programme de Romane. Et autant dire qu'elle va avoir du pain sur la planche pour l'amener à changer, à faire évoluer ses comportements. Vers plus de justesse, d'humanité, effectivement, un peu d'écoute, de bienveillance, de respect. Tout un tas de choses, en fait, vous allez voir, tout ça traité avec pas mal d'humour. Hein, oui, tout à fait. On rit beaucoup, je confirme. J'espère. C'est le propos, en tout cas. Je me demandais si ces stages existaient vraiment. Non, du tout. Non, c'est comme le premier, la routinologie non plus. Donc les stages, malheureusement. Je pense à 2-3 personnes à envoyer. Ah oui. Non, mais je pense qu'on a tous quelques exemples en tête, cela dit, c'est vrai. Alors c'est vrai que, comme vous le soulignez, les personnages ont dans ce roman tous des parcours différents. Il n'y a pas que des patrons imbuvables ou des méchants maris. Il y a une Nathalie qui a l'air d'être une perle au travail, mais qui ne laisse pas beaucoup de place aux autres et qui ne comprend pas pourquoi on n'apprécie pas plus. Il y a une Émilie qui est une maman qui n'accepte pas vraiment les choix professionnels de son fils. Voilà, c'est très diversifié. Oui, on s'y reconnaît un peu. Eh bien, la Nathalie, effectivement, c'est un cas de burnerie moi-jeuiste, hein, moi-je. Alors, c'est pareil, elle s'en rendait pas forcément compte jusqu'à ce qu'elle ait un électrochoc, car tous les personnages ont un électrochoc dans l'histoire pour être amenés à aller consulter Romane, forcément. Cette Nathalie moi-jeuiste, ce sont des tempéraments un peu énergiphages et ingérables, oui. Voilà, qui attirent toute l'attention et qui ne laissent plus d'air autour d'eux et qui laissent pas la place aux autres d'exister. Donc ça aussi, c'est un cas de burnerie. Et cette mère de famille, c'est de la burnerie pour ton bien. Donc ça aussi, c'est plus pernicieux parce qu'on ne permet voit pas à son fils de faire ce qu'il veut. Oui. Oui, c'est-à-dire que cette burnerie, c'est projeter sur l'autre ce qu'on pense être bien, c'est vouloir en son nom, c'est prendre le pouvoir un petit peu sur l'autre. Penser à sa place. Penser à sa place. Et ça aussi, j'ai voulu le décrire parce que ça me touche aussi. Et c'est beaucoup plus difficile de voir venir quelqu'un qui vous veut tellement de bien. Eh bien, il y a des gens, ils vous ont voulu tellement de bien qu'ils ont fini par vous faire du mal. Et ça existe aussi, et j'ai voulu en parler. Ce qui est drôle, c'est que dans ce groupe, ils s'énervent les uns les autres. C'est-à-dire, un dit, mais quand même, elle c'est moi-je tout le temps, alors que lui, il est terrible aussi. Mais bon, voilà, ça agit comme des miroirs les uns vers les autres. C'est ça, c'est-à-dire au début, ils se retrouvent, ils ont tous leur petit travers burné. Donc voilà, forcément, ça fait des étincelles. Mais je crois que c'est une belle histoire humaine aussi, de voir comment eux, ils vont, en ouvrant leur cœur presque, hein, en se découvrant eux-mêmes. Puis Romane va faire résonner chez eux, faire vibrer en eux une autre corde sensible. C'est vrai que dans toute personnalité, on sait qu'on a une part de masculin, une part de féminin. Et je pense que le livre est une invitation aussi à rééquilibrer son féminin-masculin, sans dire il y a l'un mieux que l'autre. Mais tout ce qui est voie du milieu, les justes comportements, je crois que c'est ça, on cherche tous l'équilibre et une ligne de conduite juste. Donc là, voilà, qu'est-ce que c'est au quotidien ? Avoir une ligne de conduite pour être la meilleure personne possible, tout en réussissant, vous voyez, mais en quittant un peu le côté performance à tout prix. Alors, il y a beaucoup de livres qui fleurissent actuellement sur la meilleure manière de gérer les personnes qu'on dit toxiques. Je voulais savoir si votre livre se situe un petit peu dans cette veine aussi. Parce que on se dit, quand on est face à un patron comme ça ou un mari comme ça, est-ce qu'il y a comme ça des stratégies à appliquer pour survivre ? Oui, complètement. Oui, bien sûr, il y en a. Alors, on trouve plein de choses dans le livre, évidemment, pour celles et ceux qui auraient lu mon premier livre. Bon, c'est camouflé, mais il y a quand même une méthode quelque part ou des conseils, à la fois pour éveiller les consciences chez tout un chacun, et glaner aussi des idées pour se protéger, mieux se protéger
de toutes ces agressions un peu gratuites qu'on subit. Et qu'est-ce que c'est dommage de se laisser pourrir le quotidien comme ça. Enfin, c'est trop bête, quoi. Alors, ce que je me posais comme question, c'est est-ce qu'on peut mettre un peu dans le même sac, finalement, des aspects assez variés qui peuvent aller d'un léger manque de tact à un vrai machisme, un vrai sentiment de supériorité, une mauvaise foi, parce que finalement, il y a différents degrés dans la burnerie, vous les explorez tous. Après, bon, on a tous des défauts, on n'est pas lisse et... Bien entendu, et c'est ça que j'ai bien aimé travailler dans Les Lions. Personne n'est parfait, vous voyez. Et même Romane a ses ambivalences. Elle a fait cette vocation d'essayer d'accompagner pour faire reculer la burnerie. Et pourtant, à la fois, elle est un petit peu attirée par des profils burnés parce que le Maximilien, il lui plaît. Enfin, vous voyez, c'est pas évident. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Et puis elle-même, ça peut lui arriver d'avoir des comportements burnés, comme à moi d'ailleurs, parce que nobody's perfect, tout simplement. Alors nous avons ici eu Laurent Gounel en novembre pour la sortie de son livre qui s'appelait « Et tu trouveras le trésor qui dort en toi », qui parlait justement de ces problèmes d'ego, cette faille narcissique qui nous empêche d'être complètement nous et donc d'être complètement heureux. Et je voulais savoir justement si ego surdimensionné et burnitude jouaient dans la même cour. Est-ce que c'était lié ? Agnès, complètement. Ouais. Non, mais c'est vrai, ça joue dans la même cour. Bien sûr que dans la burnerie, il y a une histoire d'ego, d'inflation de l'ego. Et l'ego nous joue des tours parce que dès qu'on commence à se prendre trop au sérieux, il y a plus d'humour, il y a plus de distance. Je trouve que là, c'est le terrain favorable pour développer ces comportements burnés, c'est-à-dire devenir agressif avec les uns, avec les autres. Beaucoup juger aussi, parce que le thème du jugement est intéressant aussi. Tous les filtres de jugement qu'on se met, tout ça pourrit à la fois les relations et ça nous pourrit nous. Et tiens, d'ailleurs, ça c'est intéressant. Enfin, je sais pas, mais dans le début du livre, je parle du travail de Masaru Emoto. Vous savez, sur les cristaux d'eau. Oui, dans la salle zen. Ouais, dans la salle zen, je trouvais ça intéressant parce qu'on pense que quand on se montre agressif avec quelqu'un, ça fait du mal qu'à l'autre. Mais en fait, ça fait du mal aussi à soi. Et à son corps parce que ça fait résonner des ondes très perturbatrices. Et ça, c'est scientifiquement prouvé. Donc, je l'explique, cette petite expérience dans le livre, et ça m'avait assez marqué. Alors, Laurent Gounel nous disait que dans le milieu professionnel, ces problèmes d'ego, de bataille d'ego, étaient quand même liés à la société qui était de plus en plus compétitive. Est-ce que vous partagez son jugement ? Pour avoir vécu l'entreprise de l'intérieur pendant de très nombreuses années et avoir été exposée à de beaux cas, de beaux spécimens burnés, j'en ai vu de toutes les couleurs, donc c'est génial, parce que je remercie, gratitude, parce que ça m'a inspiré. Votre réflexion. Bien sûr. Donc, vous voyez, je parle quand même un petit peu en connaissance de cause, parce que j'ai vécu de l'intérieur toutes ces choses-là. J'ai voulu aussi être manager, donc j'étais à un moment directrice de création, donc responsable d'une équipe, parce que j'avais en moi vraiment cette conviction qu'avec l'humain, on pouvait faire quelque chose d'extraordinaire. Oui, être manager, c'était fantastique. Voilà. Sur le terrain, c'est vrai que les réalités sont quand même bien différentes. Moi, en fait, je suis une adepte aussi de la performance, vous voyez. C'est très différent. Atteindre ses objectifs, pour moi aussi, je les atteins, mes objectifs. Et c'est un sérieux, c'est une rigueur, c'est une discipline. Mais malgré tout, je crois que beaucoup d'entreprises se trompent. Sans écraser l'autre, c'est ça ? Oui, mais le thème de la motivation sur lequel j'ai énormément travaillé, je pense que beaucoup d'entreprises se trompent encore sur comment motiver les équipes et pensent, oui, le système du bâton, tatati, alors c'est ça qui donne les meilleurs résultats. Bon. Je sais pas, je trouve que les personnalités sont souvent gommées, les spécificités de chacun, on n'y fait pas attention. De toute façon, d'une manière générale, je trouve que les gens ne font pas assez attention les uns aux autres. C'est comme une qualité de présence aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout le monde se zappe, je sais pas, c'est des fois étrange. Mais pour l'entreprise, c'est un vaste sujet. Et vous qui avez des enfants tout comme moi,
ça commence dès l'école, malheureusement. Et franchement, si je devais prendre mon bâton de pèlerin, voilà, ce serait ça aussi. Je trouve qu'il y aurait des choses à faire dès l'enfance, parce que ça se retrouve après, cet état d'esprit, dans l'entreprise. Et or, je crois que quand on motive bien chaque personne avec ses talents, il me semble qu'on peut arriver au même résultat et peut-être 100 fois mieux. Justement, qu'est-ce que vous préconisez en matière d'éducation pour éviter d'avoir des enfants trop burnés? À l'école, vous voulez dire? Oui, à l'école ou dans l'éducation en famille. Alors l'éducation, il y a la famille, puis il y a l'école en tant que telle. Mais je crois qu'il ne peut plus y avoir de burnerie quand chaque personne se sent, d'abord reconnue. Appréciée. Oui, c'est-à-dire il y a une histoire de confiance en soi. Toute personne qui reçoit bien l'amour, qui voit qu'on a confiance en ses capacités, même si elles sont un peu différentes. Et c'est cette notion de différence qui me touche. On parlait tout à l'heure du livre d'Anna Gavalda, Ensemble c'est tout, c'était ça qui m'avait touchée aussi. Parce que moi, par exemple, on s'en fiche de moi, mais je veux dire, à un moment de ma vie, j'ai pu me sentir différente, donc je me croyais inadaptée au système. Parce que j'avais pas su m'adapter à un contexte complètement burné et d'une violence, mais inouïe, avec le recul. Et c'était moi, et je me jugeais encore, c'était moi qui n'étais pas adaptée. C'était vous qui avez un problème. Peu importe, mais je crois que chacun peut avoir sa place. Il y a des enfants aujourd'hui qui sont en échec scolaire parce qu'ils ne fonctionnent pas pile poil comme on voudrait qu'ils fonctionnent. Que peut-être ils ont des talents à développer qui ne seront pas complètement ceux pour aller dans l'univers de l'entreprise, mais ils ne doivent pas se décourager. Et je dirais un petit peu pareil pour tous les métiers ou pour toutes les personnes, de garder cette confiance parce que en soi, et sa singularité, parce que chacun a sa voie à trouver. Alors au-delà du stage lui-même que propose Romane dans votre roman, concrètement, qu'est-ce que vous conseilleriez, peut-être 2 ou 3 astuces lorsque l'on doit travailler avec quelqu'un de burné, par exemple un chef burné, ou alors en couple? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez plein de choses. Il y a 2-3 choses à mettre en place Vous avez 2 ou 3 heures devant vous. Ah bah oui, il y a plein de choses. Et puis dans le livre, on retrouve des choses. Tout commence quand même par soi, une affirmation de soi qui part de là, de l'intérieur. Parce que quelque part, si l'on... Il faut affronter la personne burnée, alors. Non, pas forcément. Ce que je veux dire, c'est que votre attitude en elle-même, ça va agripper ou pas, ça va accrocher la burnerie chez l'autre ou pas, quelque part. Donc, les premiers conseils, je suis déjà au quotidien, ce que vous développez, et en confiance en soi, et en bienveillance, quelque chose de posé comme ça. Est-ce qu'on peut vous agresser? Est-ce qu'on peut vous agresser? Est-ce qu'on peut vous sauter dessus pareil? Je ne crois pas déjà. Après, il y a des techniques précises pour apprendre à poser ses limites. C'est-à-dire qu'une personne qui passe les bornes, alors déjà, quelqu'un qui crie, etc., c'est pas un manque de courage que de partir. Vous avez le devoir de fuir dans ces cas-là. Et de revenir quand la personne est raisonnable. Je vous laisse vous calmer. Là, je crois que ce n'est même pas la peine de discuter. Nous en reparlerons quand le calme sera revenu. Donc déjà, bim, bim, bim. On pose un cadre de dialogue. Mais oui, le dialogue ne peut venir que déjà quand le climat est un peu apaisé et pas quand l'autre est en furie, que ce soit un patron ou même un conjoint d'ailleurs. Ça peut arriver. On sait que... voilà. Après, il y a vraiment des techniques... pour oser dire, faire passer ces messages. Et je crois que là, c'est l'art de le dire sans violence, sans agressivité, mais en posant ses limites et en sachant se faire respecter. Parce que sans ça, certaines personnes peuvent passer les bornes, mais il est vrai qu'il faut oser le dire. Et il y a des techniques pour le dire, oser le dire en se respectant et en se faisant entendre. Alors au-delà de ces techniques de coaching très précises, est-ce qu'il y a d'autres pratiques sportives ou autres, type méditation, que vous pourriez nous indiquer, qui peuvent apaiser, aider ces personnes au caractère un peu trop trempé, on va dire? Oui, c'est évident que toutes les personnes qui ont ce trop-plein d'adrénaline, donc il faut que ça sorte et se mettre une pression pas possible,
Dans le livre, à un moment, je prends l'exemple de cette cocotte minute. On a tous en tête une cocotte minute. On a envie de lever le petit chapeau, qui est toute la pression qui puisse s'échapper. Il est évident que si ces personnes prennent conscience de leur comportement et de l'important, j'allais dire l'ultra-importance, mais de faire ce qu'il faut, d'être responsable et de dire... Ils pèteraient moins les plombs et ils en feraient moins baver à tout le monde s'ils prenaient en charge ce trop-plein d'agressivité en eux, qu'on peut comprendre parce qu'il y a énormément de pression avec les enjeux. Mais c'est là où il y a plein de choses à faire pour relâcher la pression. Même l'autodérision, le recul, tout n'est pas si grave, quoi. Qu'est-ce qui mérite qu'on se mette dans des états pareils ? Après, vous me parliez de sport, de choses. Évidemment, la respiration, le calme, la méditation. Oui, une forme de méditation, mais encore une fois, moi qui suis amie maintenant avec Fabrice Midal, qui est un peu un grand ponte de la méditation en France, vous avez son livre « Foutez-vous la paix », je le salue d'ailleurs. Encore une fois, méditer, c'est pas s'asseoir et dire « je vais devenir calme ». Parce que ce serait renier, encore une fois, ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc les personnes qui ont ces traits burnés... non, c'est par contre s'asseoir et observer ce qui se passe et accueillir. Si vous êtes agité, vous êtes agité. Ça sert à rien de vous dire « je vais devenir calme ». Ça ne marchera pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui restent très énervées par la méditation. Vous voyez, ça les énerve encore Cela n'agit pas. Cela n'agit pas. D'ailleurs, personnellement, ayant un tempérament aussi comme ça, moi, j'avoue que j'aime bien méditer en marchant plutôt. Mais qu'est-ce que c'est méditer ? C'est plutôt une pleine présence. C'est-à-dire être présent à ce qui se passe là tout de suite maintenant et non pas se laisser embarquer par un flot de pensées, de contrariétés. Voilà. Et c'est cette fameuse séquence dans une journée pensée, non pensée, ça c'est un maître zen qui me l'avait appris, pensée, non pensée, et non pas penser. Donc prendre conscience de ça, et donc multiplier tous ces petits moments. Quand vous êtes en train de faire la cuisine, vous êtes à 400% en train de faire la cuisine. Quand vous êtes sous votre douche, vous êtes à 500% sous votre douche. Et quand vous marchez, vous êtes en train de marcher. Vous n'êtes pas en train de penser à votre dossier. Et c'est bête, mais franchement, ça c'est hyper facile à faire et ça marche très très bien. Alors que ce qui met tout par terre, c'est notre rumination mentale. Penser. Et c'est ça qui fait que la soupape, après... Je voulais me faire un petit peu l'avocat du diable pour savoir si est-ce que pour vivre heureux, finalement, on ne devait plus alors être impatient, on ne devait plus être intransigeant, ce que vous appelez les mauvais travers burnés. Et est-ce que quelque part, est-ce que c'était réaliste ? Est-ce que c'était pas un peu bisounours d'imaginer que nous n'ayons pas de travers du tout ? Des travers, on en aura toujours. Comme je le disais en début de notre échange, l'essentiel, quelque part, c'est de devenir un bon burné. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que, bien sûr, avoir du tempérament, avoir de l'audace, oser, donc ça, c'est le masculin en soi aussi, vous voyez, tout en conjuguant avec ce qu'il faut de rondeur, de bienveillance. Mais souvent, on m'a posé cette question autour de la bienveillance et le côté un peu gentil, etc., parce que c'est un peu ça qui est incarné quand on parle de ces sujets-là. Mais c'est bien. Mais c'est vrai que cette chose-là, on ne le dirait peut-être pas face à un Gandhi ou face, vous voyez, un grand maître à penser. On ne leur aurait pas dit ça. Vous voyez, pas devant... dire vous êtes un peu bisounours, ouais. Monsieur Gandhi. Ah ouais, non, désolé. Là, c'est un petit peu... Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, je dis ça en riant parce que je suis une gentille petite femme occidentale, donc on a envie de me dire que je suis bisounours. Mais sous ma couverture, ce n'est pas le cas parce qu'on a du tempérament et donc c'est pas parce qu'on défend un petit peu cette ligne de conduite. En plus, on sait bien que... Bien sûr, on se donne une ligne, mais on sait bien qu'on va un petit peu tanguer. Évidemment qu'on ne va pas devenir des saints au niveau comportement, etc. Mais par contre, avoir gardé ça à l'esprit, si tout le monde faisait ça, et c'est ça depuis le départ ma conviction, c'est que si chacun prenait cette responsabilité-là, l'autre jour en interview, je faisais un parallèle avec l'écologie. Parce que c'est de l'écologie personnelle, tout ce que racontent mes bouquins, c'est la même chose. L'écologie, pendant longtemps, on s'est dit, ça ne sert à rien, trier, descendre à ma petite poubelle verte, à mon niveau, ça ne sert à rien. C'est ce qu'on se dit pour l'écologie. Or, petit à petit, tout le monde, on est tous en train de le faire, non ?
tous ici, on s'y est mis à trier nos déchets, parce que petit à petit, on prend conscience que c'est nous. Non, c'est pas vrai qu'à notre petit niveau, on peut rien faire. Parce que si chacun prend sa responsabilité, là, il se passe de grandes choses à l'échelle planétaire. Alors, pas dire, je trouve que c'est un petit peu pareil pour les comportements. On se dit, il n'y a rien à faire, on vit dans un monde de brutes, sachant que je ne parle que de burnerie ordinaire. Je ne parle même pas de burnerie extrémiste, parce que j'oserais même pas penser bien qu'avec ma sensibilité, je vois bien le monde tel qu'il est. Je ne suis pas bisounours, hein, croyez-moi, je vois bien dans quel monde on vit. Mais j'ai quand même déjà la conviction qu'à notre niveau, pareil que pour l'écologie, si chacun fait quelque chose pour au quotidien, au lieu de vous entrez dans le métro, vous distribuez vos sourires ou les ondes que vous dégagez, vous avez fait ce qu'il faut en sport, en méditation, en bienveillance, je ne sais pas. Vous avez fait ce qu'il faut pour pouvoir donner aux autres quelque chose de positif dans votre journée. D'abord, ça donne du sens à votre vie, parce que la vie, elle est plus belle comme ça. Et en plus, ça embellit la vie des autres que vous croisez. Donc, franchement, de toute façon, quitte à faire quelque chose, c'est pas plus mal d'adopter cette philosophie. Alors, vous citez Victor Hugo dans votre livre, qui a dit « Vivre pour soi seul est une maladie, l'égoïsme est la rouille du moi ». Et ce que je voulais savoir, c'était ce que vous pensiez parce que certains critiquent, en effet, là aussi, excusez-moi de me faire... Deuxièmement, encore l'avocat du diable, mais le refrain du développement personnel qui est finalement de prendre soin de soi, ou souvent on parle aussi de prendre enfin soin de soi, et est-ce que ça ne peut pas s'apparenter là aussi à une forme un peu d'égoïsme ? Bon, vous avez partiellement répondu. Non, mais bien sûr, c'est une bonne question, mais les personnes qui la posent, pas vous, hein, mais je veux dire, vont confondre en fait le fait de prendre soin de soi et d'arriver à prendre cette responsabilité de se prendre en main. Parce que tous dans notre entourage, on va être peinés de voir aussi des personnes qui ont lâché l'affaire, qui se laissent aller en mode rumination. Je veux dire, ça ne rend service à personne. Donc en fait, le cadeau à faire, et c'est là où c'est pas du tout de l'égoïsme, c'est que si chacun se prend en main pour aller bien, non seulement c'est bien pour vous, mais c'est bien aussi pour vos proches. C'est bien aussi pour les gens qui travaillent avec vous. Et même si on ne le voit pas, parce que c'est une petite goutte d'eau, mais ô combien importante, vous faites du bien au monde entier en faisant ça. Donc au contraire, c'est pas du tout de l'égoïsme, mais je dirais tout simplement de la responsabilité, au même titre que l'écologie, devenir un peu responsable. Et alors vous nous parliez tout à l'heure de votre expérience donc en agence de publicité. Aviez-vous réussi à mettre en place des stratégies qui vous ont permis de survivre dans ce milieu difficile, ou c'était pas encore le cas, il n'y avait pas encore de prise de conscience à l'époque? Lamentablement. Non, j'ai pas échoué, mais rien de ce que je voulais n'a pu être mis en place parce que tous les dés étaient truqués. Moi, j'étais trop jeune pour m'en rendre compte. Il y a des situations qui sont perdues d'avance aussi. Hein, je veux dire, c'est... Il faut savoir se il faut retirer. savoir les repérer, oui. Et là, la fuite, c'est Monsieur Laborit, hein, je le cite dans le bouquin sur les 3 types de comportements, la fuite, l'attaque ou l'inhibition. La fuite n'est pas forcément quelque chose, n'est pas une lâcheté nécessairement, puisque ça peut au contraire vous sauver la mise. Peut-être il faut applaudir à 4 mains quand vous osez quitter une situation insupportable. Bon, après, l'attaque, voilà. Mais le pire, c'est l'inhibition. C'est rester dans quelque chose qui ne vous convient pas, sans oser vous exprimer. Donc, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et là, vous faites vraiment beaucoup de mal à l'intérieur. Ça, c'est le pire. Alors, je me demandais dans vos lectures personnelles, justement, quel était le style de roman que vous aimiez. Est-ce que vous aussi, vous aimiez lire des romans à clé, ou est-ce que vous vous nourrissiez de quel type de littérature? J'ai dévoré 1001 livres, bien entendu, et j'ai des goûts très hétéroclites. D'autres auteurs de développement personnel qui vous nourrissent aussi? Oui, aussi, bien sûr. Ah oui. Non, mais c'est pour ça que j'ai 3 bibliothèques chez moi. Il y en a une de développement personnel, une avec des romans et une avec des livres d'art. Donc, vous voyez, mais ouais, j'ai lu de tout. Justement, je ne vais pas fermer nécessairement la porte à un style ou à un autre. Même si moi j'aime bien les romans. Vous voyez, par exemple, j'irais moins souvent lire un thriller, ou c'est moins mon style.
ou un policier. Voilà, mon genre, c'est vraiment les romans. Est-ce que vous voyez des techniques de développement personnel aujourd'hui qui vous intriguent, qui vous semblent être un peu l'avenir pour réfléchir, pour s'améliorer? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas encore, dont vous avez... Alors qu'on ne connaît pas encore, je pense qu'elles sont vulgarisées peut-être. Il y en a pas mal qui arrivent d'ailleurs là, qui ont explosé ces derniers temps, comme tout ce qui touche aux neurosciences, comment rééduquer son cerveau il y a quand même des méthodes simples pour complètement se reprogrammer. Enfin, j'aime pas ce mot-là, mais ça c'est piste intéressante. Ce qui nous soutient, c'est qu'en fait, avant, en développement personnel, même là, on parlait de burnerie, parce que moi, j'ai des exemples dans ma famille qui disaient, ouais, la psycho, les développements personnels, c'est n'importe quoi, c'est pour les bonnes femmes. Enfin, bon, je suis de motus, mais bon, excusez-moi, je sais que maintenant, heureusement, les hommes, ils viennent, et bravo d'ailleurs à tous ceux qui sont là. C'est formidable, et on va réussir à les conquérir. Mais donc vous disiez tout ce qui est neurosciences, reprogrammation. Oui, donc ça c'est dans la mouvance, c'est quand même extrêmement intéressant. Après, nos 3 amis, que ce soit Mathieu Ricard, Alexandre Joliel et Jolien, pardon, excusez-moi, et Christophe André sont aussi incarnent, je trouve, ces valeurs. Ce sont en plus, quand on les côtoie, des personnes qui ne sont pas du tout dans l'ego, et c'est tellement appréciable parce que il y a une générosité dans le partage et voilà, ils expliquent aussi toutes ces choses sur l'altruisme, la bienveillance, toutes ces choses-là. Hein. Est-ce que ces méthodes arrivent à franchir le seuil des entreprises, là où manifestement il y a pas mal de souffrance quand on vous écoute? Écoutez, moi j'ai vu beaucoup de souffrance, j'en ai vécu. Après les années où j'étais coach en entreprise, j'étais assez extérieure, mais le témoignage des gens, je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de souffrance, oui. Donc je trouve que c'est encore un petit peu lent et qu'il y aurait certainement moult à faire pour faire progresser ces idées. Mais on voit dans d'autres pays, même orientaux, où petit à petit les techniques arrivent, on finit par insérer des temps de méditation dans les entreprises ou ce genre de choses. Mais c'est très lent, quoi. Ça arrive très très lentement. Moi, je ne sais pas si on l'a gardé d'ailleurs dans ce livre-là, mais j'avais déliré en imaginant des choses, des transformations et des innovations un peu folles pour l'entreprise, mais je crois qu'on en est quand même assez loin, quoi. Des bars à sieste, non, mais soyons fous. Mais je ne suis pas sûre que je serais encore écoutée si je proposais ça, quoi. Ce serait moyen. Alors, petite question subsidiaire. Donc, nous sommes dans le magasin du Marais, donc de Nature et Découverte. Une enseigne qui nous apprend à connaître et à aimer la nature. Je voulais savoir si celle-ci jouait un rôle dans votre équilibre. Et si oui, quels étaient les moments de nature que vous privilégiez? Oui. Alors, de plus en plus. Et ça aussi, ça fait partie, je crois, de l'évolution papillon, hein, j'allais dire, puisque nature, de ce rapprochement avec la nature. Et plus j'avance sur mon chemin de développement personnel, et plus ce rapprochement, plus je vais vers la nature. Donc je suis sûre que c'est pas possible, ça va forcément de pair. Il se passe quelque chose avec ce verre, avec ces éléments, avec je sais pas. Ouais. Et donc oui, je vais le plus souvent possible marcher en nature. Et donc, nous avons ce petit rituel aussi, dès que nous pouvons, avec ma sœur jumelle, d'aller refaire le monde dans la vallée de la Bièvre, puisqu'elle habite par là-bas. Et donc, de marcher dans la nature, ouais, vraiment, c'est extraordinaire, comme ça redynamise. Et ça, ça a un effet hyper positif pour relâcher les tensions. Je sais pas. En tout cas, tester et approuver. Et justement, est-ce que... Ah oui, pardon, excusez-moi. Dernière question, c'était par rapport à vos enfants. Je crois que vous avez un petit garçon. Je voulais savoir s'il n'y avait qu'une chose laquelle vous souhaiteriez transmettre à votre enfant, justement. J'ai envie de lui transmettre l'amour d'être lui et d'être la meilleure personne possible avec les atouts qu'il a. Voilà. Oui, l'amour
en général, vous voyez. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Très bien, merci beaucoup pour ce mot de la fin. Merci beaucoup, Agnès. Raphaël. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à tous. Merci. Et nous allons maintenant prendre les questions. Si vous avez pour notre auteur ce soir. Oui. Est-ce que vous avez jamais pensé à inventer réellement dans la vie réelle la routinologie ? La routinologie. Oui. Ça intrigue beaucoup. Eh bien sûr, j'y ai pensé. Ça m'a même vraiment donné envie. J'avais commencé, pour tout vous dire, parce qu'au tout début de ta deuxième vie, il y a eu une vraie demande. On m'écrivait pour me dire, bon, où est-ce qu'on trouve un routinologue ? Et c'est vrai, je le comprends. Hein. Et j'avais animé un club de routinologie en ligne. Donc j'avais accompagné vraiment un groupe pendant 2 à 3 mois. J'avais fait ça et c'était super, super. Parce que je leur proposais chaque semaine, à travers des défis créatifs, ludiques, de se reconstruire tout un socle de confiance en soi, de confiance en son potentiel, de créativité. Et voilà, ouais, non, c'était très très chouette. Comme ça a été lancé dans le roman. Prendre quelqu'un comme ça dans la vie au hasard un petit peu. Ah oui, oui, oui. Je crois que ce qui est la belle histoire dans tout ça, et c'est ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que le livre finalement est à la fois une invitation à devenir son propre routinologue. Et ce qui a été beau aussi, c'est que je crois que chacun a compris qu'une fois que vous vous êtes transformé, si sur votre chemin, il y a des gens qui ont un petit peu besoin, vous allez un petit peu aider. C'est ça qui est chouette. Donc ça fait une chaîne. Et comme je vous dis, même si vous rayonnez, vous, différemment, ce que vous dégagez, donc comment vous habitez à l'intérieur, voilà, ça va rayonner sur les autres, donc ce sera votre contribution. De toute façon, on peut tous contribuer. Alors, moi, je me permets de faire le relais de quelques questions qu'on a d'internautes sur Facebook, puisqu'on est en direct sur Facebook. Donc, il y a une question qui rejoint une question que vous a posée Agnès tout à l'heure, qui est quels sont les 3 livres qui vous ont le plus inspiré dans votre vie ? Et je précise que la personne, Marc, merci et super conférence. Très gentil, merci beaucoup. Ouais, les 3 livres, c'est pas facile de dire 3 livres. Parce que j'en ai cité un tout à l'heure qui était celui d'Anna Gavalda, Ensemble c'est tout. J'aime beaucoup David Foekinos aussi, Je vais mieux par exemple. Voilà. Mais il y a plein de livres, tellement de livres qui m'ont enchantée. Stefan Zweig à l'époque, parce que c'est à chaque fois des livres où il y a quelque chose d'humain, quoi, vraiment. Voilà, et voilà. Et c'est là où le titre auquel je pense m'échappe, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas poser ces questions en direct. Bon, j'écrirai la réponse en ligne. Non, mais il y en a plein. Oui, c'est La pitié dangereuse, excusez-moi. Oh, alors mémoire des noms. De Stefan Zweig, ou je ne sais pas, ou Barjavel, La nuit des temps. Mais vous voyez, c'est assez hétéroclite. Barbara Constantine aussi. Alors, en matière de développement personnel, il y a le Suzanne Jeffers que j'adore, Trembler mais oser. Ça a été vraiment un de mes bests. C'est sur la peur, hein, donc comment surmonter sa peur. Dieu sait que c'est un sujet qui est venu me chercher aussi, comme tout le monde, hein, mais c'est pas évident de dépasser ses peurs. Donc moi, j'ai adoré ce qu'elle écrit. Voilà, c'est là où les mots ont un pouvoir quand même. Ça paraît simple, mais ça peut vraiment aider. Hein. Oui. Il y en a beaucoup. Hein. Le Mathieu Ricard sur Plaidoyer pour le bonheur, j'aime beaucoup. À un moment, il y a eu Anthony Robbins, quand j'étais plus jeune, le pouvoir illimité, qui était bien. Bon, il y en a. Bon, voilà, ok. Jusqu'à demain, oui. Je ne les ai pas appris par cœur. Une autre question, du coup, d'un autre internaute qui rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur les enfants et la bienveillance. Et la question est très,
concrète. Comment apprendre aux enfants la bienveillance ? Peut-être en commençant par l'exemplarité. Et Dieu sait que c'est pas facile, mais je crois que déjà, dans ce qu'on montre à nos enfants, si déjà on n'incarne pas ce qu'on préconise, c'est compliqué. Et moi, il me semble que si on teinte l'atmosphère familiale de toutes ces valeurs, l'enfant, il va saisir ces nuances, hein, il va les sentir. Parce que tout passe pas par la tête. Voilà, ça c'est important quand même, je pense aussi. C'est qu'on est quand même dans une société où on veut tout vous expliquer. Et ça passe par la tête. Et aller faire comprendre quelque chose. Je ne crois pas que tous ces thèmes-là, ils puissent passer que par la tête, quoi. Ça doit se sentir, donc c'est dans d'autres strates émotionnelles, sensorielles, je ne sais pas, ça passe par autre chose. Bon, très bien. Écoutez, je vous propose de nous suivre alors au premier étage pour la séance de dédicace de Raphaël Giordano. Merci à vous. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup.